Yo les bros, 2 longues et horribles semaines d'attente pour avoir la suite du mythique chapitre 987 et sa fin qui restera longtemps dans nos mémoires. Aujourd'hui est l'heure de la récompense les amis, découvrons enfin les événements qui vont chambouler le destin des Minx et bien d'autres. De nombreux combats se mettent en place et ça tombe bien car dimanche dernier j'ai sorti la suite de la vidéo sur les combats de Wano et ça va me permettre de faire un peu le point sur les futurs affrontements. Attention, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, je sais c'est dur mais c'est pour le bien d'Oda et je vous promets de vous proposer au moins 2 vidéos avant le prochain chapitre, dont la première qui sort dimanche. Ce sera une vidéo relativement courte mais que j'ai pris grand plaisir à réaliser donc j'espère qu'elle vous plaira également, alors rendez-vous dimanche. Allez, ne perdons pas plus de temps et commençons maintenant. C'est le magnifique Kaido sur le toit enneigé d'Onigashima et sous la pleine lune que le chapitre commence. Face à tous les Minx enragés, Jack, leur bourreau, ainsi qu'un Numbers sont arrivés prêter main forte à leur capitaine. La première grande surprise est qu'Inuarashi et Nekomamushi ne sont pas encore transformés. Effectivement, la dernière case du précédent chapitre laissait sous-entendre qu'au moins Nekomamushi avait déjà entamé le changement en Sulong. Sauf que désormais, ce sont leurs subordonnés qui souhaitent s'occuper de Jack, afin que les deux rois se concentrent sur Kaido. Surprise qui finalement n'en est pas vraiment une. Inuarashi et Nekomamushi semblaient les candidats idéaux pour combattre cette calamité et j'en avais détaillé les raisons dans ma dernière vidéo. Oda a fait en sorte aujourd'hui que ce soit les membres de cette tribu qui affrontent celui qui aura détruit leur habitat, ce qui reste dans une logique incontestable. Cependant, vont-ils réellement y arriver? Jack étant quand même un commandant d'empereur, il est censé faire partie des plus puissants pirates à l'image des autres calamités et des capitaines des 3 autres Yonko. Je pense donc que les Minx ne pourront pas forcément battre Jack, mais plutôt les autres sbires de Kaido, voire même le Numbers présent avec eux. En tout cas, ce ne sont donc pas nos 2 rois Minx qui seront à l'honneur dans ce chapitre, mais les principaux membres de ce peuple légendaire qui se transformeront sous le signe de la vengeance. Roddy, Blackback, ainsi que les 3 mousquetaires Shishilian, Consolot et Giovanni, accompagnés de leurs serviteurs, entament le rituel pour déchaîner leur puissance en Sulong. Une page incroyable qui montre toute la férocité des Minx, rendant l'équipage aux 100 bêtes de Kaido presque ridicule en comparaison. L'issue de ce combat est donc incertain pour le moment, mais je pense que la puissance légendaire des Minx donnera du fil à retordre aux soldats de l'empereur, voire même l'empereur lui-même. De retour dans le château de Kaido, King et Queen sont toujours stationnés près de Momonosuke et ne semblent pas déterminés à prêter main forte à leur capitaine. Nul doute qu'il s'agit là d'une preuve de confiance absolue en la puissance et l'invulnérabilité de Kaido, ne nécessitant aucune aide externe, même face à des centaines d'adversaires enragés. Après tout, Kaido est la plus puissante créature du monde. Shinobu profite du vacarme pour tenter de discrètement détacher Momonosuke de ses entraves. La kunoichi des Kuzuki démontre une nouvelle fois le courage absolu et exemplaire des vassaux de ce clan, prêts à risquer leur vie pour leur seigneur. Évidemment, autour des 2 monstres que sont King et Queen, elle ne pourra mener son sauvetage à bien et se verra expulsée littéralement par la calamité de l'incendie. Tout n'est pas perdu, Momonosuke voit ses chaînes miraculeusement se briser et tomber à terre et s'envole sans justification dans les airs, venant d'être secouru par un allié invisible. Oui, Dieu merci, Sanji est passé à l'action. Alléluia. Même s'il a abandonné Carrot et Nami qui se sont elles-mêmes retrouvées battues et kidnappées par Big Mom pour apparemment chercher des filles, il n'est pas resté sans rien faire plus longtemps et est venu porter secours à son rival pervers, Momonosuke. Le sauvetage étant un succès et Shinobu pouvant maintenant sécuriser Momonosuke, c'est un autre problème qui fait face à Sanji, King. En forme de ptéranodon, il attaque Sanji dans sa rétuite de son bec pour s'écraser avec lui sur un bâtiment. Heureusement, la combinaison est censée offrir une protection supplémentaire. Évidemment, si je râle quand Sanji fait de la merde, je dois aussi faire l'inverse quand il brille. Du coup, comme je le disais dans ma review du chapitre 983, j'espère, je prie qu'il s'agit là d'une stratégie de sa part, que ce ne soit pas son principal leitmotiv. On retrouve le Sanji tactique et travaillant dans l'ombre comme à l'époque, et je m'excuserai publiquement pour ce moment de rage qui n'a peut-être pas lieu d'être. Je m'excuse, Sanji, mais je fais attention quand même. En réalité, je n'arrive pas à comprendre la logique que Koda voulait donner avec la scène de Sanji qui disait donc à Nami qu'il partait chercher des filles. Il n'avait absolument aucune raison de mentir à ses Nakama, même s'il souhaitait s'isoler pour analyser l'environnement en prévision de la guerre ou même tenter de sauver Momonosuke. Donc vraiment, j'ai toujours tendance à penser que Sanji avait clairement dans l'intention de mater des courtisanes, disons-le clairement. Et après tout, c'est normal de penser ça car le développement de ce personnage dans l'histoire a été quelque peu inversé. Avant l'ellipse, il n'avait absolument rien à prouver. Sanji était une valeur sûre, établissant des stratégies et agissant avec une précision exemplaire. Certes, l'aspect de la baston était aussi beaucoup plus présent à l'époque, faisant de ce Mugiwara l'un des plus puissants avec Zoro et Luffy. Il était donc à son sommet à ce moment-là et ne décevait jamais personne, bien au contraire. Alors qu'après l'ellipse, il était devenu moins présent, moins mis en avant, l'arc qui lui a été dédié n'a montré qu'à quel point il avait besoin d'assistance et était rapidement en position de faiblesse. Le fait qu'il ait besoin d'un accessoire pour devenir plus fort et résistant était aussi problématique quand le style de Sanji était absolument incroyable et charismatique avant l'ellipse. Le traitement qu'il subit et son retrait de la grande scène créent donc un peu toutes ces confusions
fusion. Sans me prononcer plus que ça, puisqu'il faudrait que je le fasse dans une vidéo plus posée, j'attends de voir les prochains moves de Sanji et j'espère simplement qu'il sera remis en avant comme à la bonne époque, et ça semble d'ailleurs assez bien parti. Puisque oui, il affronte King, enfin, affronter quand même un bien grand mot puisqu'ils ont juste échangé un coup, mais ça laisse supposer un début de combat. Encore une fois, si vous avez suivi ma dernière vidéo sur les combats de la guerre d'Onigashima, vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est absolument pas un duel que j'imaginais à ce moment-là. En effet, une fois encore, King, le plus puissant commandant du plus puissant empereur, ne semble pas être destiné à affronter Sanji, ou du moins pas être battu par lui. J'en avais quand même parlé en novembre 2019 dans un QOP en disant que ça serait un affrontement qui pourrait éventuellement avoir lieu. Sanji c'est un peu plus compliqué, peut-être terminer son combat contre Page One ou alors éventuellement fighter contre King, mais ça risque d'être impossible parce que je pense que la différence de puissance est assez colossale. Pour moi le gros problème restait et reste encore la différence de puissance et je ne pense pas qu'il s'agisse d'un combat définitif, mais plus d'un échange de coups avant que quelqu'un prenne éventuellement le relais, notamment Marco en forme de phénix. En tout cas, Sanji a l'air d'avoir pris beaucoup de dégâts de cette attaque, rien qu'à juger de la réaction de Luffy, semblant vraiment très inquiet. N'oublions pas qu'il s'agit du premier coup porté à un autre que nous voyons de la part de King et qu'il est impossible pour nous d'estimer précisément la puissance de cette calamité. Luffy demande à Yamato de s'occuper de Momonosuke et de le protéger avec Shinobu, ce qui va alors créer la première interaction entre le fils d'Oden et celle qui se prenait pour Oden. Leur rencontre est indéniablement très attendue, alors quelle sera la réaction de Yamato et celle de Momonosuke? Comment l'enfant de Kaido va-t-il se présenter devant celui d'Oden? Un déclic de Yamato, une sensation de déjà-vu chez Momonosuke? Nous n'aurons la réponse que dans le prochain chapitre, sans doute, mais il y a de quoi penser que ces deux êtres partagent un lien bien particulier sous la volonté d'Oden Kozuki. Luffy, lui, se retrouve toujours face à Big Mom qui lui sort une phrase terriblement vrai, le mariage, la tea party et cette énorme fête, tu es l'homme qui ruine tout l'amusement des autres. Il est littéralement devenu le pire cauchemar de la Yonko au point que dans l'anime, une scène a été rajoutée montrant Big Mom rêvant de tuer Luffy. Il est évident que cela doit être son fantasme depuis les événements de l'île des hommes poissons et elle le prouve une nouvelle fois en tentant de l'attaquer avec son légendaire Hikoku. Avec la puissance des géants d'Elbaf, Big Mom crée un énorme trou dans Onigashima s'étendant même sur les mers, ce qui vient à horrifier les samouraïs qui ne connaissaient pas encore la terrible force de la Yonko. C'est intéressant de noter qu'ils disent que ça équivaut donc à combattre deux Kaido, puisque oui, la puissance de Big Mom rivalise avec celle de Kaido dans certaines circonstances. Quelque chose doit faire que ce dernier est plus fort que tous les autres, mais sur papier, les deux Yonko se valent largement jusqu'à présent. La suite et la fin de ce chapitre est totalement tragique. Big Mom parvint à récupérer Zeus. Bien contre la volonté de celui-ci, qui souhaitait sincèrement rester avec Nami, il est vrai que cela fait entre 3 et 4 semaines que Zeus a rejoint l'équipage après la fin de Whole Cake Island, et il semble plutôt bien se plaire aux côtés de sa nouvelle maîtresse. Il reste cependant une âme de Big Mom et ne peut aller à l'encontre du pourquoi il a été créé. Il doit obéir quoi qu'il arrive et même s'il ne le souhaite pas, elle a encore le pouvoir de contrôler. C'est quelque chose que Nami ne semble pas comprendre, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Big Mom, elle, semble assez sérieuse et s'apprête à tuer la voleuse d'âme quand ce qui semble être son pire ennemi apparaît. Brook, chevauchant le Kurosai, piloté par Franky, attaque en duo Zeus et Big Mom, sauvant Nami in extremis. La dernière fois que Brook avait coupé Zeus en deux avait valu un combo de techniques impressionnantes entre lui et Nami qui aura foudroyé Big Mom. Le prochain chapitre pourrait alors mettre en avant cette nouvelle technique de Nami contre la Yonko totalement sonnée après l'impact de la moto de Franky. Le choc de l'électrocution pourrait à nouveau causer chez elle un trouble psychologique ou bien encore la sonner jusqu'à l'éventuelle arrivée de Perospero sur place qui était aux portes d'Onigashima avec Marco dans le dernier chapitre. Ce chapitre-là se clôt de cette manière, nous laissant une nouvelle fois dans une attente longue et douloureuse. De nombreuses questions me viennent alors en tête. Nami va-t-elle réellement garder Zeus dans le futur et cela ne risque-t-il pas de poser un problème avec le fruit du démon de Big Mom? Si celle-ci vient à mourir, admettons, je me demande si les effets de son fruit du démon se dissiperont. C'était le cas pour Sugar avec les gens transformés en jouets, mais ça ne semble pas l'être pour Big Mom puisqu'après être tombé dans les pommes plusieurs fois, eh bien Zeus semblait toujours en état de vie. Également, est-ce que Sanji sera de taille à résister face à King? Rappelons que sa Red Suite offre une résistance à toute épreuve face aux dégâts comme nous avons pu le constater lors de son duel contre Page One. Or, le coup porté par King semblait être bien plus dangereux que ce qu'on avait pu voir plus tôt. Maintenant que Luffy est débarrassé de Big Mom, du moins pour l'instant, qui sera son adversaire? Si King est occupé par Sanji ou même Marco, alors peut-être que Queen serait l'adversaire de Luffy. Il a une dette à régler avec lui et forcément que Queen ne restera pas là sans rien faire à regarder l'agitation. De l'autre côté, les Mix face à Jack semblaient être prêts à se venger. Mais auront-ils la force pour cela? Le combat ne sera-t-il pas trop flou avec tout ce monde face à une seule personne? Quoi qu'il en soit, les fourreaux eux sont toujours prêts à affronter Kaido et le prochain chapitre risque également de s'orienter vers ce côté-là. La tension entre le dragon et les 9 samouraïs est à son comble. Les lames vont danser au travers des flocons enneigés, scellant le destin des héritiers d'une très grande volonté.
C'est la fin de cette review. Effectivement, elle est plutôt courte, mais après la grande vidéo de 22 minutes, on va dire que ça équilibre un peu. Et puis je tâche d'aller droit au but pour vous fournir un maximum d'infos en un minimum de temps. Ce chapitre était donc une fois de plus incroyable, mais c'est plutôt les futurs événements du prochain qui va m'empêcher de dormir durant ces 2 semaines d'attente. On se retrouve donc dimanche pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. Je vous souhaite une très bonne journée les bros. Portez-vous bien. Peace.